Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite contextualiser cette formation avec quelques indicateurs permettant de dresser un rapide panorama entre les avocats et le web. Lorsque j'échange avec des avocats, il est clair que le premier vecteur de développement de votre cabinet, c'est le bouche à oreille. Cependant, lorsqu'un prospect entendra parler de vous, la première chose qu'il réalisera sera de taper votre nom dans Google pour voir votre site, votre compétence et, je l'espère, vos coordonnées. Donc comme dans une relation amoureuse, la première impression doit être la bonne pour donner envie aux visiteurs de votre site web de vous contacter. Alors quand je vous dis ça, ce n'est pas une invention de ma part, c'est juste que ce comportement de Googleisé est devenu récurrent, puisque 85% des internautes français, nous parlons bien de 57 millions de personnes en France, disent avoir recours à Internet pour se renseigner avant d'acheter un service. Un avocat qui n'a pas de vitrine digitale de son cabinet n'est donc pas présent là où les clients potentiels le recherchent. À la suite d'une étude que nous avions menée en interne, nous nous sommes aperçus que sur 200 clients équipés d'un de nos logiciels, seulement 50% d'entre eux étaient équipés d'un site internet. Par ailleurs, lorsqu'on a regardé de plus près ces sites, nous nous sommes rendus compte que la moitié d'entre eux ne correspondaient pas aux standards actuels des sites web. Donc vous le voyez, le marché des avocats doit entamer sa transformation pour se développer. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Ça se conçoit, mais abordons la question. Pourquoi digitaliser votre cabinet? D'une part, je souhaite vous projeter sur le cas du marché aérien, qui a vécu cette digitalisation sur les 20 dernières années. Voici un tableau vous présentant le avant et le après la digitalisation. Auparavant, acheter son billet revenait à un véritable parcours du combattant, puisque vous deviez vous rendre physiquement dans une agence de voyage ou contacter un opérateur téléphonique. Dans les deux cas, vous deviez attendre votre tour et la transparence des prix était quasi nulle. Vous disposiez juste de prix d'appel qui étaient affichés sur la vitrine de l'agence et de prix définitifs souvent onéreux vous étaient annoncés selon des règles mystérieuses que personne ne comprenait. De plus, il n'y avait aucune comparaison possible à moins de passer la journée à faire la tournée des agences de voyage. Maintenant, il existe des comparateurs comme Google Flight qui agrègent en toute transparence les prix des vols des compagnies aériennes. Au bout de très peu de minutes, vous êtes en mesure de payer par carte bleue et le tour est joué. La digitalisation, il est clair, a grandement facilité l'accès aux tarifs et rendu les prix totalement transparents. Par ailleurs, l'arrivée du numérique a ouvert le marché aérien à de nouveaux acteurs. En effet, la barrière à l'infrastructure nécessaire pour la vente et la réservation était totalement levée. Vous n'aviez plus besoin d'agences physiques ou de centres d'appel. Il suffisait juste d'un site bien conçu par quelques développeurs et quand même l'achat de quelques avions pour disrupter le marché. Un fait statistique, les compagnies low cost, mais également les compagnies premium, ont pris des parts de marché à Air France. En effet, environ 42% des passagers en France voyagent sur des compagnies françaises, alors qu'ils étaient 63% il y a 20 ans. Donc en résumé, pour les clients, prendre l'avion était auparavant un luxe destiné à une niche de voyageurs qui nourrissait un mythe, alors qu'aujourd'hui c'est carrément devenu une commodité. Il y a donc un débat sur le prix et les prestations. J'en veux pour preuve que parfois, pour ma part, lors de déplacements professionnels, mon billet d'avion me revient moins cher que le taxi qui m'amène à l'aéroport. Donc au-delà de porter un costume d'exercice professionnel, d'être maître d'un avion ou d'un dossier, et il faut dire d'être plutôt beau gosse, vos deux marchés partagent des similitudes avant la digitalisation du marché aérien. Malheureusement, vous jouissez d'une image de service peu accessible, à la tarification opaque, aussi bien auprès des particuliers que des professionnels. C'est pas moi qui le dis, c'est le CNB et AXA. Donc quelques chiffres sur le manque d'accessibilité de la profession. Selon le baromètre AXA de la protection juridique, 80% des Français ne savent pas auprès de qui s'adresser lorsqu'ils doivent s'informer sur un litige qu'ils n'ont pas forcément identifié comme tel. Pour les entreprises, selon le CNB cette fois-ci, 51% des PME n'ont jamais eu recours à un avocat. Donc quand on sait le nombre de cas juridiques auxquels sont confrontés les PME au quotidien, c'est assez édifiant. Pour ce qui concerne l'image du service et de la tarification opaque, toujours sur le baromètre AXA, 70% des Français estiment que leurs moyens financiers sont insuffisants pour leur défense, alors que les assurances proposent des protections juridiques et il existe aussi l'aide juridictionnelle. Pour les entreprises, cela est pire. 96% des sondés estiment que les prestations des avocats sont chères. Cela est étonnant car bien que 51% n'ont jamais fait appel à vous, la quasi-totalité estime que vos services sont chers.
Donc la moitié de ces PME ont déjà l'image d'un service cher, une réputation qui nuit au développement de votre clientèle. Vous le voyez, le vivier de consommateurs est considérable, mais vous devez lever ces deux principaux freins pour développer votre chiffre d'affaires. Cela doit passer notamment par la digitalisation de votre cabinet, et la création d'un site internet est un pas en avant vers cette digitalisation. Outre ces deux points, quels sont les autres bénéfices liés à la digitalisation de la vitrine de votre cabinet? Le premier, c'est développer sa visibilité et sa notoriété. Pour rappel, 85% des internautes disent avoir recours à Internet pour se renseigner avant d'acheter un service. C'est également crédibiliser l'image du cabinet et donner une bonne impression auprès des personnes qui se rendent sur votre site suite à une recommandation. Cela peut aussi être envoyer une bonne image auprès d'autres parties prenantes, telles que des confrères avec qui vous souhaiteriez vous associer ou des collaborateurs que vous souhaiteriez recruter. Dans ce cas-là, il faudra mettre en avant votre cabinet comme une marque employeur. Le troisième bénéfice est de générer des contacts et des nouveaux prospects. Ces derniers arriveront sur votre site suite à une recherche Google ou un article que vous aurez publié sur les réseaux sociaux ou un site d'information. Cet article, bien sûr, devra renvoyer vers votre site. Le dernier bénéfice est celui de fidéliser vos clients en leur proposant des services qui favoriseront votre relation avec eux. Cela peut prendre la forme d'un extranet dans lequel ils retrouveront leur dossier et les éléments qui le composent, d'un fil d'actualité juridique sur lequel ils pourront s'informer, d'une page dédiée pour réserver une consultation, ou encore d'une page de paiement en ligne sur laquelle ils régleront vos honoraires. J'ai à présent fini la première partie de la formation sur le contexte et le bénéfice de la digitalisation. Passons à présent sur les 7 règles d'or pour réussir le site web de votre cabinet. Donc vous le voyez, j'ai fait le choix de la simplicité, de l'élégance avec cette slide pas du tout ostentatoire. C'est une transition parfaite pour la première règle, qui est règle numéro 1, choisissez un design sobre et efficace. Un internaute passe en moyenne entre 1 à 2 minutes sur un site internet. C'est peu. Donc l'apparence du site est un signal immédiat des services que vous allez lui proposer. Un design sobre et efficace rassure sur la qualité de vos services et incite à vous contacter. Le style graphique du site doit refléter tant que possible le positionnement de votre cabinet. Ainsi, les choix graphiques doivent être pensés en fonction des valeurs que l'on souhaite communiquer. Donc pour les couleurs, je vous recommande un fond neutre comme le blanc ou le gris qui facilitera la lisibilité de vos propos. Vous pouvez aussi agrémenter ce fond neutre d'une seule couleur vive, présente notamment sur les blocs et les barres de menu. Nous le verrons juste après, le choix de cette couleur est important pour bien positionner votre cabinet. Ensuite, conseil de base qui vaut pour l'habillement, évitez les fautes de goût en utilisant du ton sur ton. Ne jamais mettre un pull vert sur le pantalon vert. Pour la typographie, choisissez la sobriété. Je recommande de mettre de l'anthracite ou du noir. Et pour mettre en avant certaines informations, utilisez une couleur vive avec parcimonie. Vous pouvez également graisser ce contenu. Abordons maintenant les images. Donc la résolution, c'est important. Il faut que vous ayez une image de bonne qualité, puisqu'une image de mauvaise qualité donnera une perception dégradée de la qualité de votre service. Donc je vous encourage à ne pas négliger cet aspect et à passer par un photographe si vous ne vous sentez pas capable de le faire par vous-même. Ensuite, il est très important de mettre des portraits des avocats et de l'équipe. Un portrait personnalise davantage vos services et crée de la confiance et de la proximité avec vos visiteurs. Aussi, noir et blanc est à privilégier pour ces portraits car il a tendance à gommer certaines aspérités et tout simplement à nous rendre plus beaux. Pensez bien à mettre des photos reflétant votre positionnement. Par exemple des immeubles si vous êtes dans le droit de la construction ou des animaux si vous représentez des associations de défense. Des animaux, bien sûr. Donc, bien évidemment, il y a les grands classiques. Donc, je vous encourage à mettre les palais de justice de votre ville, des lieux emblématiques de celle-ci, et également de mettre des photos de votre cabinet pour créer plus de proximité avec vos visiteurs. Donc là, je vous ai mis un florilège de couleurs pour vous montrer l'influence des couleurs dans le marketing. Et j'ai transposé ça aux spécialités du droit. Donc par exemple, on a le rouge qui évoque la passion, l'excitation et l'intensité. C'est souvent utilisé dans le sport et dans des marques qui veulent être dynamiques. Donc vous le voyez, là je le recommande pour le droit du sport. En orange, c'est plutôt la créativité et jovialité, donc pourquoi pas le droit de la propriété intellectuelle. Et ainsi de suite. On a par exemple, pour le droit de la santé, bon, là c'est un poncif, ça sera le vert. Et enfin,
le noir pour l'élégance et la simplicité, mais c'est également relatif au droit commercial et au droit des affaires. Donc voilà quelques exemples. Ce n'est pas une recommandation obligatoire, mais vous pouvez vous en inspirer. Règle numéro 2. Organisez simplement vos menus. J'ai fait le choix d'une citation de Steve Jobs autour de la simplicité. Donc la simplicité peut être plus difficile à atteindre que la complexité. Il faut travailler dur pour arriver à faire simple. En tant qu'avocat, je dirais que cette citation vous parle puisque vous êtes habitué à traiter des sujets complexes et à les simplifier pour être bien audible de vos interlocuteurs. Et bien là, c'est le même cas pour l'organisation des menus d'un site web. Donc les principaux menus, les pages incontournables de votre site web doivent être une page sur le cabinet qui présente l'historique du cabinet, ses valeurs, votre engagement de service, donc qui peut être considéré comme la promesse que vous allez faire à vos clients, et votre positionnement. Donc le positionnement, c'est dire ce que vous faites, quelles sont vos spécialités, à qui vous vous adressez. Ensuite, un menu, une page liée à l'équipe. Vous allez présenter les photos. On en a parlé tout à l'heure. C'est très important de mettre les photos de l'équipe. Le rôle de chacun dans le cabinet et les compétences de chacun dans le cabinet. Ces compétences, vous les relierez aux pages compétences, qui est également un menu à part entière, présentant les domaines d'activité du cabinet, son champ d'action. Et je vous recommande de donner des cas concrets sur cette page. Vous pouvez même faire des liens vers des articles de presse qui traitent de ces cas. Ensuite, une page publication où vous allez pouvoir mettre un flux d'actualité juridique qui intéressera vos clients sur certains domaines. Vous allez pouvoir également créer des articles du cabinet, donc c'est sur des domaines qui vous sont chers et que vous relayerez ensuite sur les réseaux sociaux. Important également, la possibilité de mettre un fil Twitter sur ces publications. L'intérêt pour vous, c'est si vous avez des avocats qui sont férus de Twitter et qui tweetent de manière professionnelle, c'est de relayer ces informations directement sur votre site web. Donc automatiquement, dès que le tweet est publié, vous pouvez la relayer sur votre site web. Ensuite, très important, une page contact, donc avec les coordonnées, l'accès au cabinet, une localisation Google Maps, et c'est également un formulaire de contact que vont utiliser vos prospects, voire vos clients pour vous contacter, et les réseaux sociaux pour que vos clients deviennent vos followers. Ces coordonnées et ces notions d'accès doivent être également présentes sur l'ensemble des pages de votre site en bas de page. C'est essentiel, puisqu'à n'importe quel moment de la visite de votre prospect, il doit être en mesure de pouvoir vous contacter. Enfin, des pages liées à la relation client, donc pour une prise de rendez-vous, de consultation, voire un espace client, un extranet, on y reviendra plus tard, le paiement en ligne et l'inscription à la newsletter. Règle numéro 3. Un contenu exhaustif, actualisé et engageant. Donc dans le marketing digital, il est coutumier de dire que le contenu est roi. C'est pour ça que je vous ai mis la couronne. L'image a aussi une part importante, mais c'est le contenu qui permettra de convertir vos prospects en clients. Donc un bon contenu, correctement écrit pour optimiser votre référencement naturel, drainera encore plus de visiteurs sur votre site. Il faut donc qu'il soit exhaustif, actualisé et engageant. Donc exhaustif, la première astuce, retenez ceci, choisir c'est renoncer. Donc dites ce que vous faites et ne dites pas ce que vous ne faites pas ou peu. Focalisez-vous sur vos activités principales, ce qui vous permettra d'être davantage pertinent. Le visiteur restera alors plus longtemps sur votre site, ce qui est favorable pour vous dans le référencement naturel. On y reviendra plus tard. La deuxième astuce, il faut présenter son activité assez en détail pour qu'un client puisse trouver l'information qu'il viendrait rechercher sur votre site. Donc, créez votre contenu à partir de vos connaissances et inspirez-vous d'autres sites web, que ce soit ceux de vos confrères ou de sites qui n'ont rien à voir avec le monde légal. En revanche, ne copiez jamais le contenu de ces sites, sous peine d'être sanctionné par les robots Google. Nous le verrons plus tard, mais cela peut vous attribuer des points négatifs pour votre référencement naturel. Deuxième point, un contenu actualisé. Votre site doit être vivant et actualisé. L'internaute doit le voir évoluer. C'est la raison pour laquelle je vous conseille d'intégrer un flux d'actualité juridique que vous pouvez réaliser par vous-même ou de manière automatique puisqu'il y a des solutions qui le proposent. Ça peut être un bon point en plus pour valoriser votre expertise sur votre spécialité. Pour favoriser votre référencement naturel, il est également essentiel de rédiger régulièrement des articles
afin que les robots de Google identifient que votre site vit, évolue. Donc pensez à partager ces articles avec votre réseau afin de réaliser du netlinking et de générer du trafic sur votre site. Il est important aussi de ne pas laisser des informations qui datent, comme par exemple le déménagement de votre cabinet depuis plus de 3 ans, ou des informations périmées comme un changement de taux d'impôt si vous êtes fiscaliste qui n'a pas été appliqué, ou la mention d'une cotisation qui n'existe plus pour ceux qui font du social. Troisième pan, votre contenu doit être engageant. Donc à la différence de ce que je viens de faire précédemment, avec le netlinking ou la googlisation des personnes, évitez voire éliminez le jargon professionnel. Il faut vraiment écrire dans un langage simple, accessible aux clients. Par exemple, procédure collective, ça parle peu aux clients, ça risque d'être mal interprété, et pour ma part, avant qu'on m'explique ce que c'était, je considérais ça comme une action groupée. Donc voilà, si vous parlez d'une assistance à un client qui est sujet à un redressement judiciaire, je peux vous garantir que vous serez beaucoup plus audible. Ensuite, posez-vous toujours la question suivante. Que pourrait taper un internaute sur Google? Et adaptez vos contenus en fonction. La phrase qui remontera suite à la requête Google sera ce que vous avez écrit. Donc pensez à toujours mettre sur chaque page, et désolé pour le jargon marketing, un call to action. C'est tout simplement un bouton qui incite le visiteur à vous contacter via un formulaire, à réserver une consultation prépayée ou à télécharger un document. L'objectif de ce bouton, c'est vraiment d'inciter à cette action. Il faut que votre visiteur, une fois qu'il a lu votre contenu, vous le poussiez à réaliser une action, à s'engager vis-à-vis de vous. Ça, c'est très important que ce bouton soit mis d'une couleur différente sur votre site internet. Quatrième règle, soyez responsive. Responsive, un nouveau jargon, Kesako. Eh bien écoutez, c'est une définition très simple que je vais vous donner. Le responsive design consiste à adapter le design et l'ergonomie du site à tous les écrans, dont les tablettes et mobiles. Donc ce point est essentiel, notamment pour 3 raisons. La première, c'est que 3 Français sur 4 surfent sur Internet avec leur smartphone. Donc si votre site ne s'affiche pas bien, vous perdez forcément des clients. Deuxième raison, la part des consultations sur appareil mobile est de plus en plus importante et a même dépassé la consultation sur PC au niveau mondial. C'est ce que vous pouvez voir dans le graphique à droite. La troisième raison, Google applique des pénalités aux sites qui ne sont pas responsive design. Donc si votre site ne l'est pas, eh bien vous serez moins visible sur les résultats Google. Ensuite, je souhaitais faire une brève aparté et vous donner quelques indicateurs sur le digital en France. 88% des 65 millions de Français, nos concitoyens, utilisent Internet. 48 millions utilisent Internet sur mobile et 58% des Français utilisent les social media, autrement dit les réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Alors, ce n'est pas une obligation pour vous, mais je pense que la présence sur LinkedIn pour cibler les entreprises et sur Facebook pour cibler les particuliers deviendra un levier essentiel dans les années qui viennent pour développer votre activité. Cinquième règle, implémenter des outils de gestion de la relation client. À l'ère du développement massif des usages numériques, un site de cabinet doit, en plus de contenu, offrir des outils pour gérer sa relation client. Donc ça peut être notamment un module de réservation de consultation en ligne prépayé par carte bancaire. Cet outil a 3 avantages. Le premier, c'est que vous êtes totalement transparent sur vos prix. Pour rappel, le marché, les justiciables, se plaignent de l'opacité des prix. Donc vous avez tout intérêt à être transparent sur votre site. Donc vous pouvez proposer un rendez-vous au cabinet, par téléphone, ou simplement répondre à une demande écrite. Certains cabinets proposent par exemple une première consultation par téléphone de 30 minutes à 50 €. Ça leur permet d'une part d'entrer en relation avec un prospect potentiel et d'autre part d'évaluer la pertinence du dossier. Le deuxième avantage, c'est que cette consultation peut être réservée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous pouvez enregistrer des demandes de consultation le soir et le week-end lorsque vous êtes au cinéma, quand il ne reste personne au cabinet et que personne n'est là pour répondre à vos prospects. Le troisième avantage, c'est le prépaiement. Ceci va vous éviter de discuter prix en début ou en fin de consultation, puisque tout sera payé, et donc vous n'aurez même pas besoin de relancer votre client. Donc pour vous, c'est quand même relativement confortable. Deuxième outil, le paiement en ligne des honoraires par carte bancaire, oui, c'est pas. Donc là, je vais simplement vous présenter 2 cas d'usage pour vous convaincre que le paiement en ligne est un outil efficace pour vous. Le premier, je l'observe déjà chez nos clients, c'est l'utilisation d'une page de paiement en ligne sur une tablette.
Donc imaginez-vous, à la fin d'une consultation, vous tendez à votre client une tablette qui pointe vers votre page en ligne et vous lui demandez de régler vos honoraires par carte bleue. Il arrive que vos clients oublient leur chèque ou leur espèce, mais franchement, il est très rare qu'ils oublient leur carte bancaire. Là, tout simplement, vous avez un terminal de paiement 100% digitalisé à remettre à votre client. Le deuxième cas d'usage est la relance. Vous pouvez mettre un lien vers une page de paiement en ligne par carte bancaire dans votre relance par email. Cela va avoir pour effet de réduire les délais de paiement, contrairement à demander le renvoi d'un chèque ou un virement bancaire. Donc ces deux actions vont être beaucoup plus favorables pour votre trésorerie, puisque vous allez réduire vos délais de paiement. Dernier outil de gestion de la relation client, l'extranet client, ou plutôt la proposition d'un espace client sur votre site. Donc cet espace vous permettra de communiquer sur un lieu unique l'ensemble des documents et des éléments de facturation relatifs au dossier de votre client. Proposer ce type de service valorisera certes votre service client, mais il réduira considérablement les appels et emails entrants pour vous demander d'envoyer pour la énième fois un document ou une facture. Votre secrétariat et vous pourront vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée en limitant cette sollicitation client. Autre point, et non des moindres, proposer ce type de service est un gage de sécurité pour vous et vos clients. Cela évite l'envoi de multiples emails avec des pièces jointes qui sont potentiellement malveillantes. Les études montrent que 85% des virus passent par des pièces jointes. Donc l'extranet est un moyen sécurisé pour vos échanges avec vos clients. D'autant plus que les documents importés sont scannés lorsque vous passez par des solutions métiers, comme celle proposée par Wolters Kluwer. Règle numéro 6, optimisez votre site pour les moteurs de recherche. Optimiser son site pour les moteurs de recherche se base sur deux leviers principaux. Le premier, que l'on nomme SEA, cet acronyme veut dire Search Engine Advertisement. Ça correspond à l'achat de mots-clés sur les moteurs de recherche qu'on appelle AdWords. Donc cet achat vous permet de publier une annonce qui arrivera en haut des résultats du moteur de recherche lorsque le mot-clé sera requêté par le visiteur. Donc on est là sur un référencement payant de votre site. Le second levier, que l'on appelle SEO, acronyme de Search Engine Optimization, est plus économique car il réclame une réflexion de votre part au début, puis un investissement minime par la suite. Cette fois-ci, on est plutôt sur une logique de référencement naturel de votre site web. Un rapide préambule sur le SEO. Nous n'aborderons pas le SEA dans cette formation. Le SEO, qu'est-ce que c'est? Donc le référencement naturel plutôt, qu'est-ce que c'est? Tout part d'une requête Google. Pour faire simple, l'internaute va taper dans son propre langage une question ou un terme sur lequel il souhaite trouver une réponse. Le moteur, qui a indexé au préalable via un robot l'ensemble des contenus des sites web de France et de Navarre, va alors remonter les réponses de cette requête selon un ordre déterminé par un algorithme qui attribue un score à chaque page. Comme pour Coca-Cola, nous ne connaissons pas la recette exacte pour être classé numéro 1. Mais il est certain que plus le contenu de la requête est proche du contenu de votre site, plus les internautes vont cliquer. Plus le contenu de votre page est pertinent, plus l'internaute va rester. Plus ce contenu est actualisé, plus l'internaute va revenir. Donc ces deux éléments contribuent à l'amélioration de votre score. Donc c'est en partie la raison pour laquelle je vous ai recommandé de vous concentrer sur votre spécialité et sur votre expertise dans la création de contenu. Abordons maintenant les basiques du référencement naturel. Donc la composition du nom de domaine, ce qui correspond à l'adresse web de votre site, doit comprendre à minima le nom de votre cabinet. Vous pouvez y ajouter votre ville et il y a des règles imposées par le CNB qu'on abordera plus tard. Un point de vigilance. Il est très important de protéger votre site en achetant les extensions .fr et .com. Et ceci pour éviter le cybersquatting. En fait, ce sont des organisations mal intentionnées qui scrutent quotidiennement le web pour repérer les sites qui n'ont pas acheté le .com ou le .fr. De là, ils s'empressent d'acheter ce nom de domaine avec l'extension manquante et ils vous contactent en vous menaçant de publier un site avec du contenu inapproprié qui pourrait nuire à l'image de votre cabinet. Donc si vous voulez vous prévenir de ce chantage, prenez les deux extensions. Ensuite, les balises meta-title qui correspondent au premier titre de votre page lorsqu'elle remonte sur une requête Google et la description qui correspond à ce qui est en dessous de l'URL de votre page. Donc je vous conseille pour chaque page de votre site, c'est sur chaque page que ça doit être fait, de revoir ces balises en précisant de nouveau le nom de votre cabinet et votre positionnement. Donc vous pouvez varier, par exemple si vous avez une compétence
En droit des affaires et contentieux commerciaux, comme on le voit ici, eh bien indiquer droit des affaires et contentieux commerciaux dans la balise MetaTitle. Et si vous faites de la médiation, par exemple, vous pouvez indiquer médiation dans cette balise. Si je reviens sur l'exemple, l'internaute va prendre conscience du nom du cabinet, de sa localisation et de sa spécialité sur la balise MetaTitle. Ensuite, il va pouvoir voir dans la description l'identité de l'avocat, son expertise qui vise à accompagner les dirigeants et chefs d'entreprise. Donc l'objectif étant qu'avec ce titre et cette description, l'internaute, en l'espace de 1 seconde, comprenne votre positionnement et soit incité à cliquer sur votre lien. Ensuite, le maillage interne. Donc cela consiste tout simplement à renvoyer vers d'autres pages de votre site lorsque vous abordez des points sur une page. Par exemple, dans la description de vos compétences, renvoyez vers une publication de votre site qui parle d'un cas relatif à cette compétence. Ou bien, lorsque vous présentez les spécialités d'un avocat, renvoyez vers les pages représentant en détail les sujets sur lesquels le cabinet est capable d'accompagner vos futurs clients. Le fait de faire passer un visiteur d'une page à l'autre va vous générer du trafic sur votre site et cela va améliorer votre score. Attention, je lève une grosse alerte. Comme évoqué précédemment, vous pouvez vous inspirer du contenu d'autres sites, mais surtout ne copiez jamais ce contenu. D'une part, Google le repérera et vous déréférencera pour duplicate content, contenu dupliqué. D'autre part, le site donc à partir duquel vous aurez copié ce contenu recevra un email de la part de Google. Donc autant vous dire que c'est un site d'un confrère, cela fait mauvais genre. Donc maintenant, on a évoqué les basiques, vous êtes informé sur ceci. Je vais vous donner maintenant quelques astuces pour booster votre référencement naturel. D'une part, c'est vraiment de bien penser à votre positionnement et de lister l'ensemble des mots-clés que vous devez faire apparaître. Le plus simple est d'aller donc sur Google Trends et de taper votre spécialité, puis de regarder les sujets associés. On va prendre l'exemple de la requête divorce avocat. Donc là, je peux voir qu'il y a de l'intérêt sur cette requête et je vais aller rechercher des sujets qui sont associés à cette requête. Donc je vais regarder par exemple les sujets les plus fréquents. Donc je vois que avocat profession arrive, divorce sujet arrive, aide juridictionnelle arrive, pourquoi pas. Et là, je vais tomber sur le divorce par exemple par consentement mutuel. Donc là, à nouveau, c'est une nouvelle requête, divorce par consentement mutuel. Je constate qu'il y a quand même pas mal de requêtes un peu partout dans toute la France. Donc je vais de nouveau aller rechercher des mots-clés que vous pourrez faire apparaître sur votre site internet. Par exemple, prestation compensatoire. De la prestation compensatoire, je constate également qu'il y a des recherches et je vais aller creuser encore sur les sujets associés qui sont en progression ou qui sont des sujets maîtres. Pension alimentaire. Donc l'ensemble des mots que vous voyez, pension alimentaire, prestation compensatoire, etc., sont des mots que vous devez faire figurer sur votre site web si vous pratiquez le divorce par consentement mutuel. Deuxième astuce, publiez régulièrement sur votre site, mais ailleurs. Par exemple, écrivez des articles sur un cas qui vous est cher et publiez-le sur Village de la Justice ou proposez une publication sur des sites web en ligne, par exemple des sujets qui intéresseraient des sites d'information en ligne. L'important ensuite, c'est à l'issue de cette publication sur des médias externes, c'est que vous puissiez pousser le lien vers votre site web pour consulter d'autres articles. Vous pouvez aussi, j'ai observé le cas chez des clients, publier sur Legavox des extraits et renvoyer vers votre site pour en savoir plus. Vous pouvez également relayer ces articles sur les réseaux sociaux, donc un article sur les différents comptes sociaux sur lesquels vous êtes, pour drainer encore plus de trafic provenant de vos followers. Donc l'ensemble de ces publications vont créer un maillage externe qu'on appelle netlinking et qui vont permettre de référencer votre site. Je vous conseille aussi de vous mettre sur des annuaires type page jaune, jury de travail et de mettre votre site sur votre profil LinkedIn ou Viadeo. En résumé, il faut vraiment voir votre site web comme une toile où, telle une araignée, vous allez tisser continuellement votre toile autour d'un point névralgique qui est bien sûr votre site internet. Septième et dernière règle, celle que j'apprécie le plus, soyez conforme à la déontologie et au respect des données personnelles. Ces règles de déontologie vous sont détaillées dans l'article 10 du règlement intérieur national du CNB. Quelques rappels que vous devez avoir en tête.
Vous devez informer le Conseil de l'ordre lors de la création et des modifications substantielles de votre site Internet. La deuxième, c'est qu'il existe des obligations liées au nom de domaine. Donc celui-ci doit comporter votre nom ou celui du cabinet, avec, si vous le souhaitez, la mention avocat. En revanche, vous n'avez pas le droit d'utiliser de façon générique le titre avocat et de l'associer à une spécialité. Par exemple, il est interdit d'écrire avocat en droit commercial.fr. Dernier point, vous n'avez pas le droit de faire de la pub sur votre site. Donc pas de bannière publicitaire autre que celle de la profession pour quelques produits ou services que ce soit. Enfin, la confidentialité et la sécurité des données. Donc vous le savez, l'avocat a obligation de garantir la confidentialité et la sécurité des données de son client. Donc il faut impérativement que votre site dispose d'un certificat SSL. Donc cela permet d'activer le protocole HTTPS et c'est aussi une manière bien visible que le site est sécurisé. C'est l'obtention d'un cadenas que vous allez retrouver sur la barre URL du navigateur. N'oubliez pas les mentions légales également. Donc celles-ci, elles doivent comporter à minima la raison sociale du cabinet, son adresse, sa forme juridique, les coordonnées du directeur de la publication, les coordonnées de l'hébergeur du site web. Donc ceci, c'est obligatoire. Autre point à ne pas oublier, les fonctionnalités d'autorisation de cookies. Donc ça, lorsqu'on visite des sites internet, c'est le plus énervant, mais c'est obligatoire. Donc c'est la fameuse barre qui vous demande si vous acceptez les cookies. Enfin, et dernier point, lié au RGPD, vous devez obtenir le consentement éclairé de l'internaute lorsque vous lui demandez des données à caractère personnel, notamment dans un formulaire que vous allez pouvoir utiliser ensuite pour communiquer avec lui.